Bonsoir à tous, l'heure du 7-8 journal sur TV 78. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'information locale. Tout de suite, les titres de ce lundi 11 décembre. La 31e édition du Téléthon se tenait ce week-end. 2 jours de mobilisation pour faire progresser la lutte contre les maladies neuromusculaires. Plusieurs animations se tenaient dans les communes yvelinoises. Bilan à suivre en images et avec notre invité Daniel Bazan. Il est le coordinateur de la FM Téléthon dans l'Est des Yvelines. Autre mobilisation solidaire à Versailles, un collectif apporte son soutien aux migrants hébergés dans la ville. Il mène des actions, repas conviviaux, distribution de vêtements chauds pour l'hiver ou encore service de petit déjeuner dans les files d'attente de la préfecture des Yvelines. Notre invité est membre de ce collectif, Martine Millet. Et puis c'est signé, Maurepas aura bientôt son cinéma. Un multiplex de 8 salles ouvrira ses portes en 2019 dans le village des loisirs. Un projet vieux de 14 ans qui va enfin se concrétiser. Mais avant de développer ces titres, une circulation au ralenti ce matin sur la Nationale 10 à hauteur de Trappes. Vers 8h20, un grave accident de la route impliquant 3 véhicules s'est produit sur l'axe dans le sens province-Paris. 2 personnes ont été blessées, l'une d'entre elles désincarcérée par les secours. Une voie a été fermée pendant une grande partie de la matinée, compliquant sérieusement le trafic. C'était le marathon solidaire du week-end. Le 31e Téléthon se déroulait vendredi et samedi. Plusieurs habitants, communes et associations de Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi que du département étaient mobilisés pour récolter des fonds en faveur de la lutte contre les maladies génétiques neuromusculaires, apnée, cyclisme ou encore course à pied. Les Yvelinois ont été au bout d'eux-mêmes. Le bilan de cette édition 2017 avec Mélanie Poquet, Nicolas Dandry, Mickaël Edmidoro et Léa Rège. 3 rendez-vous sportifs pour la bonne cause, de la natation, du cyclisme et des activités variées. Ce week-end, en faveur du Téléthon, les Yvelinois ont mouillé les t-shirts. À la piscine de Saint-Cyr-l'École, le nageur Andy Cabrera Davila a réalisé une prouesse, 24 heures non-stop de longueur en apnée, un record mondial pour un challenge caritatif. Oui, on est très fiers d'accomplir. Mais je ne le fais pas tout seul, c'est un travail d'équipe et c'est ça qui prime. C'est un travail d'équipe. Chacun a apporté des soins pour que cette manifestation a vu le jour aujourd'hui. 2134 longueurs pour un peu plus de 53 km. Andy peut être fier. Son défi a réuni des passionnés mais aussi des curieux, ce qui a permis de récolter plus de 1 000 €. Il prouve que par son record, on peut y arriver avec de la volonté, de la motivation. Il a fait que 15 minutes de pause sur les 24 heures, c'est incroyable. Et il donne de l'espoir aux malades et il nous accompagne pour ça. Du côté des 2 roues, le défi était aussi sportif. 6 jours de route pour Serge Cordon et sa troupe. Partis de Vire en Normandie, ils sont arrivés vendredi au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Depuis Reims, hier, oui, très dur, les Ardennes, la boue, la neige, la grêle, le vent. On a pris beaucoup de retard, mais nous, on sait pourquoi on est sur le vélo. C'est l'action pour les malades, donc nous, on est une semaine sur le vélo. On va quand même pas se plaindre par rapport à ces gens qui sont malades 24 heures sur 24. Chaque année, depuis 1991, l'association se mobilise pour soutenir les myopathes. Lors de leur parcours, ils ont ainsi rendu visite à des centres et des familles touchées par la maladie. Au terme de ces 1500 km, Serge et son équipe ont posé les roues sur la piste du Vélodrome. À Montigny-le-Bretonneux, la mobilisation était au rendez-vous. Escalade, judo ou encore course à pied. Les pompiers des Yvelines se sont relayés pour une course à pied pendant presque 24 heures. Une manière de donner un message empli d'espérance. De l'espoir. Je pense que le mot, c'est l'espoir. Malgré le temps, la météo, des événements extérieurs, on a pu réussir à récolter une belle somme et surtout à créer un engouement. Donc c'était sympa. Les Yvelines ont récolté près de 785 000 €, un chiffre en baisse par rapport à l'an dernier. Mais c'est encore possible de donner au 36 37 ou sur leur site internet.
Et pour parler encore de ce bilan du Téléthon sur le territoire, Daniel Bazan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur de la FM Téléthon sur le secteur Est des Yvelines. Avec nous également au plateau, Martine Millet, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie d'un collectif qui œuvre pour les migrants à Versailles. Restez avec nous, on voit ça juste après. On va parler d'abord du Téléthon. On l'a vu dans ce reportage, Daniel Bazan. Les dons pour cette édition 2017 dans les Yvelines sont en baisse, près de 785 000 euros récoltés. Finalement, c'est en baisse aussi comme au niveau national. Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Pourtant, les chiffres qui sont donnés sur les Yvelines. Sur les Yvelines, je peux dire qu'à l'heure où on parle, là, la situation est, je dirais, pas trop mauvaise. Donc on a été mal informé. Alors quel premier bilan vous pouvez tirer? On est à 2 jours de la fin de ce déjà, Téléthon. J'ai eu 16 nouvelles manifestations et j'en ai déjà qui sont remontées et qui sont très en hausse vu les estimations qu'ils donnaient. Non, puis sur le terrain, on a fait un petit peu le tour des manifestations. On peut dire qu'une bonne ambiance, Montigny, tout ça, avec nos amis les pompiers qui augmentent chaque année un petit peu leur parcours, tout ça. Ils ont fait un défi de course à pied, 24 heures de course à pied. Tout à fait. C'est important d'avoir ce soutien des pompiers, notamment. Ah oui, tout à fait, parce que les pompiers, c'est quand même les premiers partenaires depuis 87, donc, et cette année encore, ils ont été présents pas mal. Alors c'est vrai que le chiffre au niveau national est en baisse, oui. Mais bon, on a encore on a quand même un bon ressenti sur le secteur est des Yvelines. Bon, peut-être pas encore des bilans chiffrés, mais on est comment par rapport à l'année dernière, par exemple, sur le secteur est des Yvelines? Moi, je dirais qu'on sera voire équivalent, voire plutôt, je dirais plutôt en hausse, avec moins de contrats. D'accord. Avec moins de contrats. Vous avez dit 16 nouveaux événements cette année sur le territoire? Oui, 16 événements, et dont un Bailly, où il y avait une très grosse manifestation et qui nous rapporte 4 000 euros. Alors, donc, il y avait un autre événement ce week-end, bien sûr, c'était l'hommage qui a été rendu à Johnny Hallyday. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu, du coup, ça s'est ressenti sur la mobilisation? Ça s'est ressenti dans le milieu d'après-midi, oui. En effet, dans le milieu d'après-midi, pendant la marche sur Paris. Donc là, on a senti quand même manque de présence à peu près partout. Mais vendredi soir et samedi soir, le monde s'en revenu. Les Yvelinois sont toujours mobilisés. Est-ce que, par exemple, des hommages, est-ce qu'il y a des adaptations, des hommages peut-être rendus aussi à l'occasion du Téléthon à Johnny Hallyday? Alors, Poigny-la-Forêt, nouveau contrat, un concert, ça n'a pas été réellement, c'était prévu déjà en amont, mais bon, un concert avec un idole de Johnny Hallyday, et qui nous a rapporté la somme de 1 415 euros. Donc, pareil, une très belle somme pour une petite commune comme ça. Vous parlez de 1 400 euros récoltés, à peu près 1 000 euros aussi par ce défi Andy Cabrera d'Avila qu'on a vu dans ce reportage, une performance incroyable, 24 heures de nage en apnée. Bon, il a fait plusieurs pauses, mais voilà, 24 heures en apnée dynamique qui est un record mondial. Oui. C'est une performance incroyable. Là, j'ai pas eu l'occasion d'aller le voir, mais bon, j'ai su quand même qu'il y avait beaucoup de monde, tout ça, et donc une très belle performance. On l'a vu dans le reportage, beaucoup de sportifs des Yvelinois cherchent à se dépasser pendant cet événement. Oui, tout à fait. Tout à fait, ça a été le cas un peu des pompiers, ça a été le cas aussi de nos amis les Lions qui avaient fait un pâté l'année dernière de 67 mètres. Et cette année, il leur a allongé de 5 mètres de plus. Le Lions Club, c'est ça? Le Lions Club. Et tout était vendu, je crois, aux alentours de 14 heures. Alors, un petit mot sur la recherche. Où en est-on? Est-ce qu'il y a encore bien sûr des progrès à faire? La recherche en avance. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça avance, mais il y a encore malheureusement, beaucoup à faire pour diverses recherches au niveau national. On note juste cette année, je le précise, qu'il y a eu des avancées, notamment sur la régénération de la rétine, ou encore un test sur une thérapie pour la myopathie myotubulaire. Ça, c'est myotubulaire, pardon. C'est des avancées qu'il y a eu récemment. Important de le rappeler aussi, il y a bien sûr ce week-end de mobilisation chaque année, mais on peut donner toute l'année. Vous pouvez donner toute l'année, oui, tout à fait. Mais là, le 36-37 marche jusqu'à
jusqu'à la fin de la semaine. Et on a également le site internet qui s'affiche en bas de l'écran pour les Voilà, téléspectateurs. on appelle bien sûr aux dents 36-37 pour faire remonter le compteur. Une fois que le week-end est passé, vous, en tant que coordinateur, quel va être votre rôle là, dans la semaine qui vient? Et c'est maintenant récolter tout ce qui a été collecté sur les diverses manifestations. Donc c'est un travail, on va dire, du mois de décembre et du mois de janvier. Donc ça va se poursuivre sur les prochains mois. Tout à fait. On a déjà commencé aujourd'hui et ça va continuer donc à rentrer parce que des grosses manifestations comme Montigny, on sait très bien que c'est pas possible à ramener le lendemain. Il y a toujours à ramasser au niveau de diverses associations. Mais bon, cette année, on est bien parti pour espérons faire une bonne remontée déjà avant Noël. On suivra tout ça dans la conclusion, les bilans qui seront menés pendant ces prochaines semaines. Merci Daniel Bazan d'avoir été avec nous. Merci. Coordinateur de l'AFM Téléthon sur le secteur Est des Yvelines. Et je rappelle que vous pouvez toujours faire un don à l'AFM sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Je me tourne vers vous à présent, Martine Millet. Je rappelle, vous êtes membre du collectif Migrants à Versailles. Vous mettez en place plusieurs actions pour ces migrants. On va voir ça dans un instant. Déjà, un petit état des lieux. Parlons de la question des migrants à Versailles. Ces premiers migrants sont arrivés fin 2015 sur Versailles. Au début, c'était des couples. Et puis après, en mars, c'était des jeunes hommes qui sont arrivés sur Versailles. Alors, vous avez entièrement raison. Alors, en 2015, ce sont les églises catholiques qui se sont mobilisées pour accueillir des Syriens. D'accord. Donc, il y a plusieurs familles. Je crois qu'il y en a entre 8 et 10 familles qui sont accueillies dans les différentes paroisses. Mais nous, le collectif citoyen, on s'en occupe pas. Ça, c'est vraiment dans les paroisses. Et alors, les migrants, les jeunes gens qui ont entre 21 et 30, 32, 33 ans, ça, ce sont des gens de Calais. Beaucoup venaient de Calais et sont arrivés ici. Après le démantèlement de ce qu'on appelle la jungle de Calais. De ce qu'on a appelé la jungle de Calais. Il y en a 200 qui sont arrivés en septembre 2016. Et ils sont restés, il y en a certains, une centaine qui est restée jusqu'à janvier 2017 à l'INRIA, qui avait mis des locaux à disposition. C'était à Rocancourt. Exactement. Et les autres sont au Mortemet, donc là où il y a les militaires, près du bassin des Suisses, à Versailles. Et donc, à la sortie de Versailles, vous savez, où il y a après l'étang, bassin des Suisses. Ils sont 120 environ, c'est ça, hébergés au centre des Mortemets? Exactement. Ils sont 120. Il y a deux immeubles. Un qui appartient à l'armée et l'autre qui est l'ancienne auberge de jeunesse, Versailles Jeunesse. Oui, donc ils sont ensemble. Enfin bon, il y a des passerelles. Et en termes de capacité, il est rempli complet. Complet, oui. Complet. Malheureusement, c'est une question, on l'avait vu la semaine dernière, on vous avait interrogé lors d'une fête de la fraternité que vous aviez organisée. Le gros problème, c'est le logement, c'est ça? Gros problème, c'est le logement. Mais il paraît qu'il y en a 3000 qui dorment dehors à Paris. À Versailles, il y en a quelques-uns. Nous, on a accueilli un couple de Guinéens qui est reparti à Paris, espérant avoir un logement. Le 115 ne répond pas, il est surbooké. On n'a pas de logement. C'est ça, un jeune couple guinéen. L'homme est musulman, la femme est chrétienne. Ils ont été rejetés par leur famille. Exactement. Ils ont laissé leur enfant dans la famille d'elle à Conakry, qui a 4 ans, et ils sont arrivés ici, mais complètement démunis, sans argent, sans rien, ne connaissant rien. Ils parlent français, heureusement. Et je crois que vous hébergez vous-même un jeune Pakistanais. Alors moi, j'héberge un jeune Pakistanais depuis le 6 décembre, qui a été... Alors, c'est un peu compliqué. Moi, je fais partie de Welcome 78. Welcome 78, c'est une association qui a été créée par des jésuites. D'accord. Et on accueille des migrants pendant 1 mois, entre 4 et 5 semaines. Et après, ils changent de semaine. C'est une manière de découvrir la France à travers différentes familles et différentes familles. Des vieux, des jeunes, des familles. Et une précision sur votre parcours, vous êtes ancienne pasteur, j'imagine le don de soi, l'aide à son prochain, c'est des notions qui vous parlent, c'est des choses qui vous tiennent à cœur. Oui, bien sûr, mais je ne sais pas si c'est parce que je suis pasteur. Mais c'est dans votre nature. C'est vrai, c'est vrai que ça nous tient à cœur. L'accueil, c'est quelque chose de fondamental. Alors, le jeune Pakistanais est chez moi parce qu'il était à la rue. D'accord. Et à partir du 19,
il est de nouveau à la rue. Je ne peux plus le garder à partir du 19 décembre. Je cherche désespérément un accueil, mais c'est impossible. Il nous faudrait des appartements, il nous faudrait des locaux, il nous faudrait... Des bénévoles aussi, peut-être ? Écoutez, on a énormément de bénévoles. Alors vraiment, sur la région, on ne peut pas se plaindre. Pour cette fête de la fraternité, on envoie 130 invitations et on a des réponses, mais formidables. Là, à la dernière fête à laquelle vous étiez, on a eu 50 bénévoles. Il y en avait certains qui n'avaient même pas de boulot. On voit d'ailleurs les images en ce moment. Ouais. Donc vous avez dit mobilisation au niveau des bénévoles, on l'a compris, un gros problème au niveau du logement. Oui, vous mais partout, pas seulement chez nous, partout. Et vous évoquiez tout à l'heure ce centre temporaire, qui a été ouvert à Rocancourt. Si on se remémore, il y avait eu beaucoup de levées de boucliers à l'époque, des élus, des habitants aussi. Vous avez l'impression que la question du migrant fait encore peur aujourd'hui ? Alors, est-ce que je peux être méchante ? Ils sont quand même parqués chez nous, donc ils sont partis d'Inrian. Il y avait eu des grosses manifestations à Rocancourt, mais il y avait eu aussi des grosses manifestations pour l'accueil. Si vous voulez, ça va vraiment de pair. D'accord, il faut citer les deux, effectivement. Il faut citer les deux. La manifestation contre suscite immédiatement un bond, quelque chose, un effort, et on a eu alors vraiment un effort formidable d'hommes, de femmes, jeunes et moins jeunes, qui sont tout de suite mobilisés pour faire des repas sauvages dehors. Un mot sur les actions, il nous reste 1 minute déjà dans cet entretien. Du coup, on a parlé de cette fête de la fraternité. Il y a aussi des petits déjeuners qui sont servis dans les files d'attente de la préfecture. Très important, le lundi matin, donc ce matin, à partir de 7h jusqu'à 8h à peu près, c'est ce que les portes ouvrent, avec des gens qui sont là aussi pour parler avec ceux qui font la queue, qui sont là depuis 4h du matin, voire 4h du matin aujourd'hui parce qu'il pleuvait. Oui. Mais il y en a qui viennent déjà à 21h et qui dorment sur des cartons et sur des couvertures de survie. Et maintenant, depuis la semaine dernière, il y en a un deuxième petit déjeuner. C'est le jeudi matin, 7h du matin. Il faut que vous sachiez qu'il y a quand même entre 80 et 150 migrants, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, tous les matins, le lundi et le jeudi. Merci Martine Millet d'avoir été avec nous. Mais je vous en prie, monsieur. Membre du collectif Migrants à Versailles. Merci. Et merci également à Daniel Bazan d'avoir été avec nous. Merci à vous deux. Merci. Politique, une victoire dès le premier tour et sans contestation possible. Laurent Wauquiez a été élu hier président du parti Les Républicains. Il récolte 75% des suffrages exprimés par les militants. Un succès attendu et qui place l'ancien ministre dans l'obligation de rassembler son camp, en mauvaise posture depuis l'élection présidentielle et donc la nomination au poste président d'Emmanuel Macron. C'est en tout cas ce qu'espère Sophie Primas, sénatrice des Yvelines et secrétaire départementale des Républicains, interrogée par Nicolas Kyrilovitz. Le résultat était attendu et maintenant, je crois qu'on a tous envie qu'il se passe quelque chose. Moi, j'appelle tout le monde au rassemblement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent du rassemblement, qui n'ont pas un seul échantillon sur eux, comme aurait dit Coluche. Donc maintenant, je crois qu'il y a quelqu'un qui a été élu. Il faut que dans son comportement, il appelle et il donne les signes du rassemblement. Et puis, il faut que les autres aussi aient envie de construire et envie d'être rassemblés. Donc c'est l'enjeu des 3 prochains mois, à la fois dans le comportement, dans les paroles, dans les actes. Saint-Rémy-lès-Chevreuse ne sera pas la première commune francilienne en marche. La liste sans étiquette Lila, conduite par Dominique Bavoil, a gagné hier l'élection municipale partielle. Elle emporte de 22 voix d'avance sur la candidature LREM de Dominique Dufrane. L'autre liste sans étiquette, conduite par Jean-Louis Binic, elle arrive 3e de ce second tour. Dominique Bavoil devrait donc être désigné nouveau maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse lors d'un conseil municipal extraordinaire au programme vendredi prochain. C'est l'une des championnes de la croissance en France, l'entreprise Artemes, spécialisée dans les produits de haute technologie pour la défense, diversifie son activité. Basée à Saint-Quentin-en-Yvelines, elle vient de lancer une nouvelle campagne de commercialisation pour un laser effaroucheur d'oiseaux, un produit qui répond à un enjeu de sécurité pour les aéroports. Les précisions de Nicolas Kyrilovitz. Leur coût est estimé tous les ans à près de 1,5 milliard d'euros pour l'aviation civile et peuvent être à l'origine d'accidents mortels. Les impacts entre les oiseaux et les avions sur les pistes d'aéroport pourraient bientôt presque disparaître, et ce grâce à un effaroucheur laser, une technologie développée à Montigny-le-Bretonneux par l'entreprise Artemes, comparable à un prédateur à la lumière verte et qui a pour but d'effrayer les oiseaux aux abords des pistes. Les systèmes sont actuellement
sonore. Il peut y avoir des rapaces, mais le rapace crée lui aussi une nuisance potentielle. Et aujourd'hui, le laser est le seul système qui ne soit pas sonore, qui respecte l'environnement puisqu'il n'y a pas de déchets, et craint par les oiseaux. Le laser effaroucheur équipe actuellement plus d'une vingtaine d'aéroports dans le monde et permet, selon des premières études, de réduire les collisions de 40%, sans risque pour la santé des animaux. Pour Atermes, entreprise spécialisée dans la défense depuis 28 ans, le développement de cette technologie s'est concrétisé il y a quelques années, après le rachat d'une société en difficulté financière. C'est un produit qui apporte une diversification aussi bien technologique que de clientèle. Parce que nous, les aéroports, ce n'est pas notre vocation de vendre du matériel à des aéroports. Donc ce produit nous amène des clients nouveaux et une diversification importante pour l'entreprise. Le Burkina Faso devrait être le prochain client de l'effaroucheur laser en 2018. Il y a quelques mois, le journal Les Échos classait Atermes parmi les 500 entreprises les plus dynamiques de France. Elle aussi est une référence sur le territoire. L'Estaca à Montigny-le-Bretonneux accueillait une conférence annuelle du Club Climat-Énergie de Saint-Quentin en Yvelines. Thème cette année des écoquartiers à la ville intelligente. Plusieurs partenaires comme le ministère de la Transition écologique et solidaire ou la Commission de régulation de l'énergie sont venus proposer leurs projets, leurs stratégies. Objectif, favoriser un développement énergétique performant tout en étant sobre. Propos recueillis par Aurélie Ronze. Ce thème, c'est pour regarder tous ensemble comment, en étant connectés, on peut régler un certain nombre de problèmes de transport, un problème d'énergie. C'est à nous d'essayer de trouver des solutions, notamment pour créer des écoquartiers de demain. Et puis aussi recycler tout ce qui peut l'être. Le projet était évoqué pour la première fois en 1993. 14 ans plus tard, c'est officiel. Maurepas aura bien son cinéma. Un multiplex de 8 salles sortira de terre d'ici 2019 dans le village des loisirs. La ville, le groupe propriétaire des terrains et le futur exploitant se sont réunis mercredi dernier pour signer le début des travaux. Mickaël Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude étaient sur place. Tous les voyants sont enfin au vert. Après plus de 9 ans de discussions et de recours, la ville de Maurepas va accueillir un multiplex en 2019 en face du village des loisirs. La signature officielle entre les exploitants est effectuée ce jeudi 7 décembre. Un soulagement pour la mairie. C'est un projet de cinéma qui est très attendu par les commerçants, moi qui vais les voir régulièrement, parce qu'ils sont en attente de ce cinéma pour leur permettre eux-mêmes de se diversifier, de s'agrandir ou même d'investir et de créer de nouveaux emplois. Donc je suis vraiment totalement satisfait. Ça va dynamiser la ville de Maurepas, le secteur, et faire rayonner notre belle ville au-delà même de Maurepas. Le cinéma proposera notamment des blockbusters américains et des grands films français. Il sera équipé de 8 salles et plus de 1700 fauteuils. Coût total de l'opération, 13 millions d'euros. Là, comme on veut mettre toutes les dernières technologies, le numérique, bien sûr, le son Atmos, les projecteurs laser, et comme il est éco-responsable, il coûte un petit peu plus cher. Mais en gros, il faut savoir aujourd'hui, sur un multiplex, c'est 1 million d'euros la salle. Voilà. Là, il y en a 8. Ça ne fait pas 8 millions parce que justement, on veut faire quelque chose d'un peu différent. Les premiers coups de pioche seront donnés au mois d'avril prochain. Les exploitants espèrent attirer entre 450 000 et 500 000 spectateurs par an. On conclut ce journal sur le Paris-Versailles, non pas en course à pied, mais à vélocipède. C'était hier dimanche. 21 participants ont pris le départ de la capitale sur l'ancêtre du vélo dans des conditions climatiques difficiles. Un hommage à la première course cycliste de l'histoire. C'était en 1867. Reportage sur la ligne de départ de Nicolas Dandry. C'était le 8 décembre 1867, il y a maintenant 150 ans, l'arrivée à Versailles de la première course cycliste, des grosses roues en bois, des costumes d'époque, une reconstitution de ce Paris-Versailles avec de véritables vélocipèdes, l'ancêtre de la petite reine développée par la famille Olivier. Les roues ne sont pas exactement dans l'axe, donc il faut faire extrêmement attention. Les pédales sont complètement fixées à la roue avant, c'est pas évident pour freiner, il ne faut pas se laisser emballer. Donc c'est pas évident de faire du vélocipède, loin de là.
Journaliste sportif, passionné de cyclisme, Gérard Rolls a participé à cette course. Un véritable cadeau d'anniversaire, lui qui fêtait ses 71 ans ce vendredi 8 décembre. C'est un peu comme un moto. En fait, c'est comme presque de l'enduro, du motocross. Il faut être super souple sur les bras. Il a fallu un petit kilomètre pour que je comprenne. Faut arrêter de se battre avec le guidon. Ouais, super, tu m'as vachement étonné. On se propulse donc en appuyant sur les pédales à l'avant, ici. Et le problème, regardez, le problème, c'est ça. Voilà, pour la précision de la conduite, la difficulté, c'est ça. Il ne faut pas mettre la roue dans les trous. On tourne le guidon, comme ça, pour tirer sur la corde. Et le patin, ici, freine et bloque la roue. Spécialiste de l'histoire du vélocipède, le japonais Keizo Kobayashi s'est passionné de cyclisme. Il a fait le tour du Japon en bicyclette à 19 ans. Comme c'est la première course de vélocipède au monde, donc j'ai senti vraiment refaire l'histoire, mais en physique. Avec les conditions climatiques compliquées, les cyclistes ont mis près de 4h30 pour boucler les 17 km entre Paris et Versailles, soit 3 heures de plus que les 3 premiers en 1867 selon les récits historiques. C'est la fin de ce 7-8 journal, édition à revoir sur notre site internet et notre application mobile TV 78. Très bonne soirée à tous.